On a vu ce matin, et je reprends le schéma qu'a présenté Jean-Luc Faucheron dans sa présentation aussi. On a maintenant très bien compris quel est le chaînage qui permet au process de fonctionner. On a vu quand même que la plupart des étapes étaient extrêmement documentées et permettaient de partager le message et de mettre en place ces différentes étapes. Il y a un aspect qui est beaucoup moins documenté et pour lequel on a du mal quand même à faire évoluer les mentalités, même si, et j'étais content d'avoir la présentation Jean-Luc, parce que je vois quand même qu'il y a des équipes qui essayent de faire avec les moyens du bord, c'est tout ce qui est préparation du patient, tout ce qui est préhabilitation. Or, on sait bien maintenant depuis longtemps que la situation fonctionnelle préopératoire a un impact considérable sur la récupération post-opératoire, que ce soit les comorbidités, le diabète, des problèmes cardiopulmonaires, des insuffisances hépatico-rénales, que ce soit un statut nutritionnel altéré. On a parlé du déclin cognitif et de son impact sur la récupération, de même que le statut psychosocial. On utilise, pour essayer de préciser un petit peu cet impact de la situation fonctionnelle, la notion de réserve fonctionnelle. La réserve fonctionnelle, c'est quoi? C'est ce dont vous disposez pour surmonter une situation inattendue dans votre quotidien. Plus on avance en âge, ou plus on a des problèmes médicaux, plus cette réserve fonctionnelle va diminuer. On voit par exemple sur ce schéma, là vous avez un schéma où vous avez l'avancée en âge d'une personne, de 0 à 100 ans, et là sa VO2 max. La VO2 max, c'est un indicateur qui permet de voir la forme physique d'une personne. On voit sur la courbe du haut une évolution de la VO2 max chez un sportif et en bas chez une personne sédentaire. Ces deux lignes matérialisées ici, cette ligne-là, c'est le moment à partir duquel on passe dans la dépendance. C'est à peu près 15 ml/km, peu importe. Et cette ligne-là, c'est la ligne en deçà de laquelle on meurt, parce qu'on n'a plus suffisamment de ressources pour vivre. Tout ça est extrêmement théorique, mais on voit que, en fonction de la réserve fonctionnelle, l'entrée de la dépendance sera retardée. Si on revient à notre problématique de chirurgie, des papiers récents ont montré qu'en chirurgie viscérale, en particulier, quand on avait une VO2 max qui était inférieure à un certain seuil, le risque de décès était multiplié par près de 7. Et en chirurgie cardiaque, on a montré aussi que l'amélioration préopératoire de la condition physique permettait de diminuer de moitié la durée moyenne de séjour et de 20% des complications graves. Au-delà de cet aspect de réserve fonctionnelle, il y a l'aspect spécifique, et je pense que c'est important de s'arrêter un petit peu là-dessus, parce que c'est une population importante dans nos patients, c'est ce qu'on fait avec les personnes âgées, avec le problème de la dénutrition, qui est souvent insidieuse, qu'on ne met pas forcément en évidence tout de suite, et la notion de fragilité, qui est cette situation d'instabilité et de fragilité fonctionnelle qui peut précéder une entrée dans la dépendance. En ce qui concerne la carence énergétique et la protéique, elle intéresse 20 à 50% des patients en chirurgie viscérale, avec comme conséquence la diminution des défenses, un retard de cicatrisation, une altération de la fonction respiratoire, cardiaque et endocrinienne. Et on sait que la renutrition préopératoire permet une diminution de 50% des complications et de 2 jours de DMS. Alors, est-ce que la préparation, la préhabilitation et l'exercice physique dans la préhabilitation peut permettre d'améliorer cette morbidité post-opératoire, et est-ce qu'il est pertinent de porter l'accent dans la mise en place des protocoles RAC? Une méta-analyse extrêmement récente, puisqu'elle est sortie cette année, qui associe une revue systématique sur 21 études, sur 670 patients, montre que la préparation physique générale permet une diminution des douleurs post-op, une diminution de la DMS, une amélioration de la fonction, et sans effet secondaire de ce programme. Nos amis parisiens de Saint-Antoine, l'équipe de Marc Bossier, a fait une revue de littérature aussi sur les 25 ans qui montre qu'ils disent en conclusion que l'amélioration du statut fonctionnel préopératoire est tout à fait possible, quel que soit l'état fonctionnel du patient, peut diminuer la morbidité et permet une récupération fonctionnelle plus rapide avec un niveau de preuve qui est certes pas énorme, mais qui est déjà existant. Si on essaye de voir par grand groupe de chirurgie ce que nous dit la littérature,
là aussi, on a quand même un message qui est plutôt encourageant dans ce sens sur des papiers qui sont des études de méthodologie variable en termes de qualité, mais qui sont assez consensuels dans leurs résultats. Cette étude de 2013 de Soares montre, avec un programme de 3 semaines préopératoires associant exercice respiratoire et fitness, qu'on obtient une amélioration de la fonction respiratoire en post-opératoire, de l'indépendance fonctionnelle. On parlait ce matin du test de 6 minutes de marche. On a une amélioration du périmètre de marche et de la vitesse de marche, avec une diminution significative des complications post-opératoires. Tout ça est confirmé par un autre papier, où là, en 4 semaines avant l'intervention, on va faire un programme de renutrition avec une recharge protidique, la prise en charge de l'anxiété, des exercices aérobie. Tout ça entraînant en post-opératoire une amélioration du test de marche, du niveau d'activité et surtout une récupération totale à 8 semaines pour 81% des patients ayant bénéficié de ce programme, alors que dans le groupe contrôle, seuls 40% ont atteint ce niveau-là. Une dernière étude de cette année qui confirme ces propos avec un programme qui est un petit peu différent, qui associe programme à domicile et programme en centre, des conseils nutritionnels, recherche protidique, travail aérobie et travail en résistance, avec des résultats un petit peu différents sur la récupération totale. En ce qui concerne la chirurgie cardio-thoracique, qu'on connaît peut-être un petit peu mieux parce que les programmes de réentraînement post-opératoire ont été formalisés il y a déjà très longtemps et sont vraiment tout à fait utilisés et ont fait une préparation préopératoire. Il y a une méta-analyse de 2012 sur 856 patients où ce travail préopératoire a permis de diminuer les complications pulmonaires, de diminuer la DMS et de diminuer la durée de la ventilation et la mortalité. Une étude aussi de cette année sur un groupe de patients un petit peu plus restreint, où là on a utilisé un protocole écrit préopératoire associant des exercices respiratoires et un travail musculaire, qui montre aussi une amélioration de la fonction respiratoire et la diminution de la durée de séjour. Ce dernier papier de 2014, avec un travail 1 heure par jour, 2 fois par semaine, pendant 4 semaines, associant des exercices en aérobie et de l'éducation thérapeutique, qui permet d'améliorer le périmètre de marche, la vitesse de marche, et surtout qui a permis aux patients de s'investir davantage dans leur programme de rééducation post-opératoire. Et on sait qu'en chirurgie cardiaque, c'est fondamental. Sur la chirurgie orthopédique, c'est un petit peu différent. Cela va dépendre un petit peu du type d'intervention. On sait par exemple que pour la PTH, là c'est à peu près partagé par tout le monde, même s'il y a des papiers qui montrent que ça serait intéressant, en réalité, il n'est pas certain que de contraindre une personne de s'investir dans un programme de préparation puisse amener un bénéfice quelconque. En revanche, sur la ligamentoplastie, il semblerait que ce programme de reconditionnement préopératoire permette d'améliorer et d'accélérer la récupération de la fonction post-opératoire avec un effet qui est rémanent à 3 mois. Sur la PTG, c'est un petit peu plus compliqué parce que les protocoles, les méthodologies ne sont pas d'une qualité extraordinaire, mais on a quand même des éléments qui tendent à faire penser que ce reconditionnement préopératoire permet d'améliorer les variables physiques et fonctionnelles post-opératoires, donc la récupération et la rapidité de la récupération, et de contribuer, au-delà de la RAC, à la diminution de la DMS. Il y a une étude taïwanaise qui est allée jusqu'à voir le retentissement sur les coûts de santé, puisque c'est quelque chose qu'on a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui. Et ce programme préopératoire permet de diminuer les coûts liés à l'hospitalisation, que ce soit la consommation de médicaments, le type de soins, les pansements, etc. Alors au total, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces éléments? C'est qu'il y a des études, il y a quelques études, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Les méthodologies peuvent être critiquables et la qualité de ces études est variable. Le problème, c'est que ces programmes ne sont absolument pas codifiés, donc finalement, on ne sait pas ce qu'il faut faire. En revanche, on a montré que les bénéfices étaient établis sur la morbidité, sur la récupération de la fonction, sur la qualité de vie, sur le coût. On a une idée quand même des prérequis pour ce programme de préhabilitation, c'est-à-dire que là, on va revenir à la notion d'équipe pluridisciplinaire. Je crois que c'est quelque chose qu'on a répété aujourd'hui et dans la présentation précédente, mais c'est important que ce programme soit partagé par l'ensemble de l'équipe autour de la récupération rapide, avec un programme qui va associer exercice, mais effectivement programme nutritionnel et prise en charge de l'anxiété. Alors pour qui ?
Pour qui? Bien évidemment, les personnes âgées dénutries. En chirurgie carcinologique, on a un fort niveau de preuve pour ça. En chirurgie froide majeure, et finalement, chaque fois qu'on a la preuve que c'est utile. Comment on met en place ce type de programme? Là, je pense qu'on a encore pas mal de choses à inventer, et ça va dépendre un petit peu de l'organisation locale. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un intérêt évident d'une collaboration avec des services de médecine, avec un gériatre pour la détection et la prise en charge de la fragilité, de même que pour la prise en charge de la dénutrition en pré et en post-op, ou alors c'est aussi la possibilité d'intégrer dans le programme et dans la checklist de la RAC des questionnaires ou des tests qui vont permettre de détecter tous ces éléments-là, grâce à l'infirmière coordinatrice, comme nous le disait Madame Crispin. Comment ? Là, on va utiliser les notions qu'on connaît parfaitement en physiologie de l'exercice, que sont la fréquence de l'exercice, l'intensité de l'exercice et la durée de l'exercice, qui sont seuls à pouvoir permettre de garantir l'efficacité du réentraînement. Bien évidemment, il faudra que ce soit compatible avec l'organisation du service, avec la programmation des blocs, et surtout que ça garantisse l'observance par le patient. Ce qu'on peut proposer avec une organisation qui pourrait être variable, c'est un minimum de 20 séances, de 3 à 5 par semaine, si on veut avoir un effet, soit un programme d'une durée de 4 à 6 semaines préopératoire. Le réentraînement, on va associer bien évidemment un travail aérobique qui pourrait être celui qu'on veut à partir du moment où on a une intensité qui correspond au seuil ventilatoire, c'est-à-dire à la limite de l'essoufflement. Un travail musculaire, mais plutôt fonctionnel. On ne va pas commencer à faire de muscu aux patients. On va leur faire gravir les escaliers, faire du travail de transfert, quelque chose qui pourra leur servir vraiment au quotidien. Et un travail respiratoire dont on a vu aussi dans des présentations précédentes qu'il était important. L'organisation, alors c'est là que c'est compliqué, on en discutait tout à l'heure, c'est effectivement comment mettre en place ces programmes alors que rien n'est prévu pour, qu'il n'y a pas de tarification particulière, il n'y a pas d'infrastructure particulière, les cliniques ou les hôpitaux ne sont pas faits et ne sont pas prévus pour proposer ce genre de protocole. Je pense que là, il faut faire preuve de créativité, utiliser les ressources locales, utiliser les partenariats avec les associations locales, avec les clubs de sport, avec les collectivités locales. Ce qui est certain, c'est qu'on peut associer des séances encadrées et des programmes d'auto-entraînement à domicile, et que sur le plan financier, il y aura peut-être une participation à demander aux patients, mais je pense que ça peut faire aussi l'objet de demandes de fonds exceptionnels aux ARS qui sont, il faut en profiter, assez friands de ce type d'intervention à partir du moment où on a un niveau de preuve qui peut permettre de leur montrer que ça va permettre de diminuer la DMS et la consommation de soins. Alors tout ça c'est intéressant, mais il faut l'intégrer à la RAC et au parcours personnalisé de soins. Là, je vais reprendre des éléments qu'on nous a donnés un petit peu ce matin, en particulier la présentation de Patrick Lambert et de Karine Goffin. Donc, ce qu'on constate, c'est que la problématique, et on parlait des freins tout à l'heure à la mise en place de ces process, c'est effectivement la problématique de l'information du patient qui est encore insuffisante, de la faible coordination entre les acteurs, du fait que finalement on se rend compte qu'on tient assez peu compte de la situation fonctionnelle, environnementale et cognitive de nos patients. On a aussi ce problème de partage de l'information avec des systèmes d'information qui ne communiquent pas forcément toujours entre eux. Sur des partenariats avec un cloisonnement entre les disciplines, effectivement, on n'a pas toujours le réflexe d'appeler le gériatre ou d'avoir des collaborations avec des équipes extérieures. Ce qu'il faut savoir, je pense que tout le monde l'a réalisé, c'est que les ARS poussent quand même à la mise en place d'expérimentations dans ce sens. Donc ça, je pense qu'il faut en profiter. Et ils poussent aussi à réserver les SSR pour les patients les plus lourds. Donc on a intérêt à trouver des solutions pour que les patients sortent debout et rentrent chez eux. Les objectifs, c'est évidemment en premier lieu d'améliorer le service au patient. Donc faciliter son parcours, faciliter son chemin de façon très précoce, c'est-à-dire du dépistage de son trouble fonctionnel jusqu'à la récupération de l'autonomie et au retour à domicile. En diminuant les complications, en améliorant l'orientation, le suivi post-opératoire, tout ça on l'a vu dans les précédentes communications. C'est aussi un moyen d'optimiser les résultats fonctionnels de l'acte en lui-même, de l'acte chirurgical. On a parlé de la réduction de la DMS et de favoriser le retour à domicile.
Ce qu'on a pu voir quand même comme éléments fondamentaux, c'est améliorer l'information. Effectivement, la création d'une réunion d'information peut être un élément qui favorise ce passage d'information et surtout qui détende le patient par rapport aux questions qu'il peut poser et qu'il n'aura pas eu le temps ou qu'il n'aura pas osé poser lors de la consultation avec son chirurgien. Le fait de pouvoir mettre en place aussi et de pouvoir déterminer une infirmière coordinatrice référente qui va gérer l'ensemble du dossier du patient sur les aspects fonctionnels et environnementaux est quelque chose qui est aussi important, avec la possibilité de détecter les troubles cognitifs, et pas diagnostiquer, hein, juste la détection. Les moyens, c'est, là aussi on parlait des freins tout à l'heure, c'est de sensibiliser l'ensemble des équipes qui sont attachées encore à une culture ou à des habitudes professionnelles qu'il faut faire évoluer. Donc prendre en compte l'environnement, prendre en compte les besoins et les demandes du patient. À l'évidence, il faudra travailler sur nos systèmes d'information pour que le passage de l'information et la transmission de l'information soit plus simple, avec des bénéfices évidents pour le patient, puisqu'il a un coordinateur, un interlocuteur qui va le rassurer, qui va pouvoir répondre à ses demandes, que ce soit avant l'hospitalisation, pendant l'hospitalisation ou après l'hospitalisation. Et c'est, je pense, une demande très très forte des patients maintenant. Pour la santé publique, c'est une diminution des coûts, puisque si on arrive à mieux rationaliser le parcours, on va diminuer les coûts liés au transport, à l'hospitalisation, à la consommation d'antalgiques et d'anxiolytiques, aux consultations, aux réhospitalisations. On va favoriser le décloisonnement ville-hôpital, le décloisonnement entre le sanitaire et le médico-social, même si la réglementation actuelle ne nous aide absolument pas, de même que la tarification actuelle. Et donc on arrive à une cohérence des parcours et donc une optimisation des ressources. En conclusion, le parcours personnalisé de soins développe cette notion d'accompagnement qui est importante dans la RAC, hein, d'accompagnement et services autour de l'acte chirurgical, au-delà et avec l'organisation RAC. Il permet d'optimiser les résultats fonctionnels de la chirurgie, d'améliorer le confort et la satisfaction du patient. Il est de nature à mieux contrôler les coûts de santé et il doit s'appuyer sur une bonne préparation de l'intervention formalisée par les programmes de préhabilitation qui nécessitent encore d'être précisés pour être partagés et pour être implémentés. Je vous remercie. Moi, je pense qu'effectivement, vous avez souligné, il y a une vraie difficulté à mettre en place ces mesures. Par exemple, nous, on s'est heurté pour la VNI préopératoire. Alors, on peut discuter de l'opportunité, au fait que l'assurance maladie, par exemple, ne souhaitait pas rembourser parce que non codifié, donc la préparation de type VNI. Bon, ça, c'est déjà un aspect économique. Un autre aspect, c'est que vous avez mentionné, ce qui serait bien, c'est 6 semaines de préparation. C'est comme pour le tabac, effectivement, quand on arrête 2 mois avant, c'est mieux qu'un mois avant, et c'est mieux un mois avant que 15 jours avant, etc. Néanmoins, par exemple, il y a beaucoup de chirurgie carcinologique qui ne peut pas attendre ce délai. Donc, est-ce qu'on a finalement, de façon documentée, des preuves que, par exemple, même une courte préparation regroupée sur 10 jours, mettons, parce que le délai est le problème majeur pour toutes les interventions préopératoires. Donc, est-ce que de courtes interventions peuvent déjà apporter un bénéfice ? Alors, c'est exactement ça. C'est le niveau de preuve pour des programmes qui seraient inférieurs à une vingtaine de séances n'est pas suffisant pour pouvoir argumenter pour la mise en place. Donc pour l'instant, on n'est pas capable de dire si une courte préparation va être suffisante en termes de préparation physique. En revanche, tout ce qui est recharge protidique, gestion de l'anxiété, là on a quelques éléments de preuve. Sur la partie purement exercice physique, on a besoin d'un délai suffisant, donc, au moins pour défendre la mise en place. En ce qui concerne la tarification, effectivement, il y a ce problème de prise en charge de la VNI. On a la même problématique pour les séances de kinésithérapie préopératoire qui quelquefois ne sont pas prises en charge, et aussi pour tout l'aspect, je dirais, réathlétisation dans le cadre d'un programme qui serait géré par des éducateurs sportifs, par exemple. C'est absolument pas prévu dans la tarification. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un bon modèle de l'efficacité de la rééducation préopératoire, c'est finalement les accidents qui arrivent chez les grands sportifs
les footballeurs qui se font en ligament croisé ou les skieurs, ils sont par définition en pleine forme. Et c'est clair qu'on les opère, on est impressionné de les voir 3 mois après revenir au même niveau, quand c'est pas mieux, quand ils gagnent une coupe. C'est un excellent modèle, effectivement. Si j'étais provocateur, il y a des joueurs de foot dans la salle. Si j'étais provocateur, je dirais, dans le fond, est-ce qu'on n'a pas un peu déplacé, en termes de coût en tout cas, déplacé le problème? C'est-à-dire que ce qu'on va gagner en rééducation post-opératoire, finalement, on le déplace en rééducation, en éducation préopératoire. Donc dans la balance des coûts, comment vous situez l'affaire? Au risque de paraître un peu iconoclaste par rapport à ma discipline, mais pourquoi pas, je dirais que je pense que la notion de rééducation post-opératoire est en train d'évoluer aussi. Je ne suis pas sûr que l'intégralité des programmes qu'on a pu proposer tout au long de ces dernières années soit entièrement pertinent, tant en termes de contenu que de durée. On a tendance maintenant à faire des programmes quand même plus courts, mais surtout beaucoup plus précoces et beaucoup plus intensifs. Donc on en parlait ce matin aussi. Et je pense qu'une juste répartition, en essayant d'évaluer ce qui est vraiment utile en post-op et ce qui est utile en pré-op, permettrait de ne pas augmenter le coût et de ne pas justement perdre le bénéfice qu'on peut avoir dans la mise en place de ces process. Donc la réflexion, là j'ai parlé uniquement de pré-op, on a sans doute besoin d'avoir une réflexion post-op parce que les programmes post-opératoires sont sans doute aussi à revoir. J'ai peut-être une dernière question, ça concerne la compliance des patients. Dans le fond, quand on vous adresse des patients, en fait, quel est le pourcentage qui va réellement suivre un programme, quelle qu'en soit la durée, j'ai envie de dire, pour se préparer à une intervention? Et notamment parce que ça implique aussi du déplacement, et donc un certain nombre de contraintes. Et donc, si jamais cette compliance était médiocre, mauvaise, je ne sais pas, est-ce qu'on ne peut pas aussi développer des programmes à domicile, c'est-à-dire en fait avoir des indications pour que le patient lui-même développe un certain nombre d'exercices, mettons, à domicile? Alors c'est ce que je disais sur une des slides, c'est que à l'évidence, de façon très pragmatique, on ne peut pas proposer, surtout entre 4 et 6 semaines avant, un programme intégralement effectué sur un plateau technique. Donc il faut que le patient soit encadré, donc qu'il ait une séance par semaine, sachant qu'en plus là, on n'a pas de protocole véritablement validé. Donc une séance de temps en temps, on va dire, avec un professionnel, mais le reste, il peut évidemment le faire à domicile.